pour ceux qui n'en ont pas assez après la présentation d'avant, donc cette fois-ci, il y en a une deuxième, mais sur un sujet qui est un peu connexe, mais quand même différent. C'est je veux présenter un projet. Bon, certains je pense que la majorité vont deviner pourquoi ce projet-là existe, mais je ne parlerai pas du projet plus global dans lequel cela s'explique et je me focaliserai juste sur cette partie-là. Donc, pour commencer, pour certains besoins, j'avais besoin en fait, d'un modulateur CCSDS qui serait capable de juste transmettre des données. Et puis, jusque-là, ça paraît très simple. Le problème, c'est que en fonction de ce qu'on veut faire, dans les standards CCSDS, il y a un choix de modulation assez, je vais me mettre là, ce sera plus simple, assez large. Et donc, bon, globalement, j'avais déterminé que j'avais besoin de ce que j'ai marqué là. Donc, en gros, des modulations qui ne sont pas comme ce qu'on trouve sur beaucoup de modulateurs, entre guillemets, moins chers, c'est-à-dire surtout du GMSK, au mieux, généralement du FSK, mais plutôt du vrai PSK ou QPSK. Bon, le QPSK, ça a ses défauts, donc c'était plutôt du QPSK, mais les deux pouvaient fonctionner. Si possible, une modulation qui avait une vraie porteuse au centre, parce que ça a certains intérêts du genre, ça permet de faire des mesures du Doppler beaucoup plus simples que sur une porteuse PSK. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique pour certaines choses du genre dans ce qui est de ce que d'autres ont un petit peu parlé avant, pour par exemple retrouver par l'effet Doppler l'orbite d'un objet ou quelque chose comme ça. Et ensuite, l'autre problème, c'est qu'il fallait pouvoir descendre soit assez bas en débit, bon ça se fait assez facilement sur beaucoup de ce qui existe déjà, ou monter assez haut. Donc là, j'ai mis environ jusqu'à 5 mégasymboles en QPSK, ce qui reviendra à environ 10 mégabits, pour donner une idée. Mais globalement, pour ce qui est par exemple dans le domaine radioamateur, 10 mégabits, c'est déjà énorme et ça ne se fait pas souvent. Et pour monter encore plus haut, si c'est possible, oui. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'il fallait également, pour des raisons sur lesquelles je reviens un petit peu après, des standards un petit peu moins communs en CCSDS. Donc, autant du convolutionnel 1,5, donc c'est un code de correction d'erreur qui a été utilisé aussi, par exemple, par Voyager ou beaucoup d'autres satellites dont j'ai parlé avant, et du Reed-Solomon. Potentiellement, ça pouvait être du LDPC aussi, mais bon, le LDPC, ça, c'est défaut, mais je reviendrai un petit peu peut-être dessus après s'il y a le temps. Et donc, bon, en partant de besoins de ce genre-là, le plus évident, c'est de commencer par regarder ce qui existe déjà. Bon, d'un point de vue commercial, comment dire qu'il n'y a pas grand-chose de bien, parce que je ne citerai pas les noms, mais il y a encore certains fabricants qui aujourd'hui, sont obligés de modifier leur firmware à la main pour changer la fréquence. Je n'en dirai pas plus, mais il y en a plus qu'un. Oui. Non, mais il y en a plus qu'un. Il n'y a pas que ceux auxquels tu penses. Et donc, déjà, sur des trucs, disons, plus abordables, la qualité n'est pas vraiment là. Et quand il s'agit de trouver des spécifications qui sont même rien que du CCSDS normal, à moins d'aller sur des vrais modems faits, par exemple, par Thales ou autre, ça se trouve presque jamais. Ou en tout cas, c'est très mal implémenté, et ce qui est encore un autre problème. Et quand on tombe en plus sur des codes de correction d'erreur, par exemple comme du 2.3, qui permet en fait d'utiliser plus efficacement la bande en utilisant un petit peu plus de SNR, ça n'existe en fait simplement pas du tout sur le marché. Donc ensuite, qu'est-ce qui existe dans le domaine open source déjà pour commencer? Donc j'en ai mis quelques exemples là qui montrent un petit peu les différentes options actuelles. Donc il y a l'ancienne carte Satnox Coms qui est aujourd'hui utilisée par AMSATDL pour les missions Herminase, alors qui est très bien. Hein. Le seul défaut, c'est que du FSK et que faire tenir un stack FEC dessus, ça passe pas vraiment. Ensuite, j'ai mis Spino également parce que c'est un autre bon exemple d'une carte qui aurait pu être sur le papier possible, mais c'est pareil, ça ne fait que du FSK encore une fois. Et en plus, ça ne fait pas du tout les débits nécessaires, donc c'est pas une option non plus. La seule qui techniquement coche toutes les cases, c'est la dernière carte Satnox Coms que j'ai mis tout au bout, qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui a volé sur l'émission Phasma de LibreSpace. Mais le problème de cette carte-là, c'est que c'est un Zinc. Donc c'est en fait un très gros FPGA avec un truc sur lequel il faut faire tourner un Linux à côté pour que ça vaille le coup, plus une puce de chez AD qui est un AD 9361 en gros, c'est un plutôt SDR, ce qui consomme quand même beaucoup, ce qui chauffe pas mal, et ça paraît quand même super compliqué pour pas faire grand chose. Donc ensuite, on peut, avant d'aller plus loin, la conclusion c'est déjà que il faut plutôt faire du custom parce qu'il n'y a pas grand chose d'existant qui peut être réutilisé. Mais
Par contre, on peut se poser la question de ce qui se fait sur la transmission radio, je veux dire, de manière plus normale. Donc certains connaissent sûrement les petits modules CC1101 que j'ai mis là à titre d'illustration, ce qui techniquement, ce genre de puce toute faite, qui fait déjà qui est en gros comme ce qui est utilisé sur Spino ou autre. Bon, sur Spino, c'est une puce de chez AD, mais c'est la même idée. Enfin, voilà. C'est... Oui, aussi. Mais globalement, ce ne sont des puces qui font encore généralement que du FSK. Il y en a certaines qui font du BPSK, mais comme celle que j'ai mis à côté, la X5031, qui est sur le principe une bonne puce, mais ça ne fait que 2 mégabits au maximum, du BPSK qui n'est pas propre du tout, et de l'QPSK qui en fait est totalement inutilisable parce qu'il n'y a pas le bon type de précodage dessus, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais donc globalement c'est pas utilisable. Sinon, une autre approche, c'est de partir sur une approche plus SDR comme l'AD9361 mais en plus petit. Donc dans ce cas-là, il y a deux options. C'est soit une puce de chez Atmel qui est utilisée par exemple sur le projet OpenHT, sauf que là c'est une puce qui nécessite une interface LVDS parallèle à mettre devant, de faire toute la modulation sur un FPGA, parce que sinon c'est un peu trop compliqué à gérer. Et en plus, elle ne fait quand même que 4 mégas de bande. Donc globalement, c'est encore assez compliqué pour pas faire grand-chose qu'on ne pourrait pas faire avec quelque chose de plus simple. Et sinon, il y avait par exemple le SX1255, que je sais qu'Yannick connaît très bien, et d'autres sûrement aussi, mais qui là, alors c'est très pratique pour faire des modélisations plus simples, mais on ne peut pas faire grand-chose comme bande, et c'est environ maximum 200 kg de bande. Et encore, ça c'est en ne suivant pas les spécifications. De quoi? Ah oui, largement. Oui, mais justement, mais c'est... oui. Mais donc ensuite, jusque-là, en fait, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, il y a une option beaucoup plus simple que tout ça, mais qui n'est pas forcément évidente quand on voit ce que l'approche de la majorité des projets de ce genre-là, c'est en fait de ne pas du tout utiliser ni de SDR, ni de puce toute faite, et en fait de simplement faire la modulation EQ directement. Donc je me suis dit, on peut peut-être faire ça avec un microcontrôleur. Donc j'ai sorti ce que j'avais dans le tiroir, donc c'est pour ça que c'est du gros n'importe quoi, et en plus, excusez les photos, parce que c'était pas du tout censé être présenté, ce projet au début, c'était juste pour jouer. Mais en gros, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un STM32 dans un coin, j'ai mis et j'ai commencé à envoyer directement les données en SPI et envoyer ça directement dans un modulateur EQ. Et sur le principe, ça fonctionne. Alors en réalité, il y a eu quelques petits problèmes, c'est que en l'utilisant en SPI master, les microcontrôleurs sont pas vraiment faits pour envoyer en continu, sauf qu'en BPSK, surtout en CCSDS, c'est censé être du continu. Donc la solution que j'ai trouvée à ça, c'était de mettre une clock externe et d'utiliser le STM32 en SPI slave. Et donc dans ce cas-là, les données étaient séquencées extérieurement et j'avais qu'à être sûr que le buffer était toujours assez rempli et puis ça marchait. Et donc voici un exemple à côté. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une pile AA qui traîne, c'est que le STM32, il me sort du 3,3 volts, sauf que le mixeur, pour me faire du BPSK, il faut que je lui envoie moins une tension et plus une tension. Donc j'ai juste mis un offset de 1,5 volts sur le 3 volts existant pour obtenir l'offset DC dont j'aurais besoin pour enlever la grosse porteuse qui y aurait au milieu. Mais d'ailleurs, on la voit toujours un tout petit peu puisque 1,5 volts, x2, ça ne fait que 3 volts. Donc en réalité, il y avait toujours un offset de 0,3 volts. Donc c'était pas parfait, mais bon, c'était pour tester. Et puis voilà. Bon. Le problème, c'est que là, ça marche, mais j'arrive à faire des débits qui montaient déjà à quelques dizaines de mégabits sur un petit STM32 pas cher, voilà. Sauf que ensuite il faut encoder de la correction d'erreur, parce que sans code de correction d'erreur, ça sert quand même pas à grand chose. Donc sur un petit STM ou un petit microcontrôleur globalement, ça ne passe pas. Je me suis amusé à écrire même un encodeur LDPC en assembleur directement avec des XOR, etc. Ça ne passait pas non plus. Enfin, ça fonctionnait en faisant 1 kilobit par seconde, mais 1 kilobit par seconde, c'est un peu inintéressant. Donc ensuite, j'ai mis un STM32 beaucoup plus gros. Dans ce cas-là, c'était un H7. Donc l'autre tourne à 80 mégas, celui-là tourne à environ 600 MHz, donc légèrement plus rapide, mais ça ne suffisait pas non plus. Donc la conclusion, c'était que le faire purement sur un microcontrôleur, autant sans encodage de FEC, ça marche très bien. Avec, c'est simplement pas une option. Sans oublier que là, je faisais que du BPSK, mais pour faire du QPSK, il y a 2 canaux qui doivent être synchrones, et que faire 2 canaux synchrones sur le microcontrôleur, alors il y en a certains qui sont capables de le faire, mais ça devient quand même plus compliqué. Et bon, je n'allais pas commencer à faire du Big Bang sur les GPIO, des trucs comme ça non plus. Donc l'option suivante, c'est de mettre un FPGA pour faire l'encodage de la FEC à côté.
Donc j'ai encore une fois sorti ce que j'avais dans un tiroir, donc je sais plus quelle photo j'ai mise. Oui, ça c'était un FPGA de 9 kg de lutte, donc déjà pas très gros mais quand même assez gros. Et j'ai passé un peu de temps à implémenter l'encodage Reed-Solomon là-dessus. Et dans ce cas-là, ce que je faisais, c'est que je récupérais les deux. En gros, le STM32 faisait le formatage des données, donc plutôt tout ce qui était multiplexage, etc. Envoyé en SPI au niveau du FPGA. Bon, il y a eu plusieurs approches pour faire ça, certaines sans RAM du tout, certaines avec des FIFO. Je reviens sur ce qui a été sélectionné plus tard. Et ça marchait. Et sur la photo d'à côté, je faisais, c'était 80 mégabits déjà en BPSK très facilement. Et c'était sans pousser les limites. Donc, ça montrait déjà que cette approche-là fonctionnait beaucoup mieux. Et en plus, sur le FPGA, j'utilisais même pas quelques centaines de luttes. Donc, j'étais sur quelque chose de largement dimensionné. Bon. Ensuite, là, comme vous pouvez voir, c'est toujours un peu le bazar. Donc, j'ai voulu, disons, arrêter d'utiliser le mixeur avec la pile à A qui traîne sur le côté pour faire un offset, parce que surtout pour le QPSK, c'était pas pratique. Donc, j'ai sélectionné un autre mixeur et fait une carte qui va avec. Donc, bon, Sylvain n'est plus là, mais bon, Sylvain m'avait étant intéressé aussi, on avait fait les cartes via là où je travaille, comme ça, ça permettait c'était plus simple. Et bon, c'est juste une petite carte avec le mixeur juste pour tester, entre guillemets. J'ai juste repris le schéma du datasheet et voilà. Bon, là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un mixeur qui permet de faire beaucoup de corrections, qui permettent d'avoir une modulation propre. C'est pas juste un mixeur analogique comme celui qu'il y avait avant. Voilà. Mais je pense pas que j'aurai le temps d'en rentrer dans plus de détails, même s'il y aurait encore une fois beaucoup de choses à dire. Bon, je l'ai mis, ça fonctionnait tout aussi bien. Et oui, non. Oui, bon, je vais passer à la suite. Bon, ensuite, la partie modulation fonctionnait, mais jusqu'à maintenant, sur le FPGA, je faisais, entre guillemets, je générais des paquets qui servaient à rien juste pour tester le reste de la chaîne et l'encodage des codes de correction d'erreurs et autres qui sont quand même les plus compliqués à implémenter. Donc, pour rentrer un peu plus en détail là-dessus, le standard C16 implémenté, c'est donc dans ce cas-là, j'ai choisi le standard AOS plutôt. Il n'y a pas de raison particulière, c'est plus parce qu'il suffit largement et que c'est dans les plus utilisés. Donc je pouvais réinjecter des données que j'avais déjà pour tester. Et puis bon, c'est pas compliqué de changer. Et donc, sans entrer dans trop de détails, le principe c'est qu'il y a juste un mot de synchronisation, quelques headers qui décrivent différents canaux. Et derrière, on peut avoir des paquets segmentés pour mettre des paquets de taille variable. Et puis voilà. Et c'est le bloc visible ici qui est lui intégralement encodé par un code Reed-Solomon. Ensuite, j'ai mis quelques schémas qui est à côté parce que pour l'implémenter dans l'FPGA, tout ça, sur le principe, on pourrait croire que c'est très compliqué, qu'il faudrait réfléchir et tout ça, mais en fait, il suffit d'ouvrir les spécifications et il y a directement des schémas avec des délais qui sont en fait juste des registres qu'on utilise dans l'FPGA en une instruction et au-dessus, juste en gros un compteur qu'il faut pour dire si on choisit d'envoyer le mode synchronisation ou les données, et le schéma du dessous c'est pour la randomisation, mais bon ça je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que non ça va pas. Ensuite, un autre aspect qui était assez compliqué à faire, et là pour le coup j'ai passé bien quelques semaines parce que, comme vous pouvez le voir, il y a du rouge sur le schéma là-haut, je reviens là-dessus juste après, mais bon, le premier code FEC implémenté, c'est en gros, donc je génère le paquet et derrière, et ensuite il faut envoyer ça dans un encodeur Reed-Solomon, qui est le premier, et ensuite ça va dans un encodeur convolutionnel, mais ça c'est après. Mais le problème d'un encodeur de ce genre-là, c'est que autant c'est très bien documenté sur le principe, mais il y a deux approches différentes. En CCSDS, il faut utiliser normalement l'approche de Becker-Lamb, qui est une approche qui, en gros, à l'époque où on le faisait encore directement en hardware avec des transistors, ça utilisait moins de transistors et moins de RAM, en gros. Cette approche-là, elle est très intéressante, et c'est au final ce qui est implémenté actuellement, mais le problème, c'est que dans les documents fournis par la NASA, il y a une erreur, et que avant que je tombe sur le poste de Daniel Esteves qui avait trouvé l'erreur, j'ai passé beaucoup de temps. On va dire ça comme ça. Mais au final, ces derniers temps, je me dis que je vais plutôt repasser sur un encodeur conventionnel, donc c'est ce qu'on voit ici. Mais en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est littéralement juste des shift registers et d'XOR, il n'y a rien de plus compliqué. Mais en fait, l'approche conventionnelle dans ce cas-là, la différence, c'est que pour avoir un résultat équivalent à l'encodage de Becker-Lamb, il faut faire une transformation en multipliant par une matrice, qui sont les deux matrices que j'ai mises là. Mais une multiplication par une matrice de ce genre-là, c'est juste une suite de XOR, donc c'est pas très compliqué non plus.
Mais en gros, d'un point de vue de l'implémentation FPGA, pour l'instant, j'arrive à utiliser moins de lutte en le faisant avec l'approche conventionnelle plutôt que l'approche de Becker-Lamb, ce qui est un peu ironique, mais bon, peu importe. Bon, après, sinon, là, l'exemple que j'ai mis en bas, c'était quand j'avais réussi à faire mâcher pour la première fois l'encodage Reed-Solomon. Bon, pas avec une approche encore pire que celle que vous voyez là, mais c'est une autre histoire. Mais en QPSK, et ça fonctionnait très bien. Ensuite, pour l'étape d'après, c'est que là, j'obtiens donc un flux de paquets encodés avec du Reed-Solomon, mais il faut encore aller un petit peu plus loin et faire passer ça dans un encodeur convolutionnel. Bon, là, encore une fois, c'est juste décrit dans les documents CCSDS, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est à peu près la même chose qu'avant. C'est juste que là, la différence de ressortir juste des bits en plus à la fin, là, on rajoute, on double le nombre de bits. Donc, pour l'encodage 1,5 qui est le plus commun, il suffit de prendre le schéma qui est en bas. Et puis voilà. Ensuite, par contre, le truc, c'est que dans les spécifications que j'avais données au début, il fallait également un encodage aux 3/4, par exemple. Le problème d'encodage aux 3/4, c'est que ça ne s'encode pas juste avec un circuit comme ça. Il faut en réalité accumuler des données et ne pas en transmettre une partie. Et donc, la manière dont ça fonctionne à ce niveau-là, c'est juste de stocker quelques bits et en fait, d'avoir une clock qui vient donc ça un peu plus haut, qui est un multiple à la fois de ce qu'il me faut en entrée et de ce qu'il me faut en sortie. Donc je ne vais pas rentrer en détail parce que j'aurai pas le temps de toute façon. Il reste que 5 minutes. Donc bon, après là, sinon j'ai mis 2-3 schémas et puis là les patterns standards de puncturing en CCSDS, etc. Enfin bon, voilà. Et ensuite, l'étape d'après, bon, en réalité, je l'ai déjà fait avant, mais je l'explique que là, c'est la modulation en elle-même. Donc, je remets la partie de l'encodage convolutionnel, parce que dans le cas du QPSK, si je fais du QPSK plus un encodage 1,5, pour chaque bit transmis, je génère 2 bits et je les transmets en QPSK directement. Donc dans ce cas-là, j'ai pas besoin en fait de faire plus compliqué que de juste prendre les deux sorties G1 et G2 qu'on voit là et les envoyer directement dans le mixeur et puis ça y est, ça marche. Ensuite, par contre, dans les autres modes de modulation, donc là j'ai mis du QPSK, à côté il y a ce qu'on appelle du pi de... entre guillemets, c'est du BPSK biphase, mais en fait, tout ce que c'est que c'est... L'avantage, c'est qu'on garde la porteuse au milieu. Donc, malheureusement, je n'ai peut-être pas mis la meilleure image pour visualiser ça. Mais bon, si vous avez vu celle, vous allez le voir après. Mais globalement, l'idée, c'est qu'à la place d'avoir juste une porteuse au centre un peu étalée, on se retrouve avec une vraie porteuse au centre et 2 sous-bandes. En fait, c'est comme si on avait transmis du PPSK sur de l'AM. Pour faire ça, c'est à peu près aussi simple que le reste. Il suffit de prendre l'un des canaux du modulateur et de le mettre à 1. En gros, de ne pas le bouger pour générer une porteuse sur cet axe-là. Et de l'autre côté, il suffit de le moduler et en fait de faire un XOR avec une clock qui a 2 fois la fréquence, qui revient à faire un encodage Manchester, pour ceux qui connaissent, et qui en gros revient à avoir multiplié la fréquence de la porteuse par 2, en gros, par rapport au symbol rate. Et donc ça permet dans ce cas-là d'obtenir exactement ce type de modulation sans un système très compliqué. Ensuite, pour le reste des modulations, je pense que je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'il ne reste plus assez de temps. Même s'il y a de quoique, oui, non. Et sinon, pour revenir sur la fin, voici à peu près l'état final de la chose. Bon, en réalité, il y a 2-3 petits trucs qui ont changé entre-temps. C'est par exemple là, j'avais mis juste un AD 93... un ADF 4351 en LO, mais je l'ai supprimé parce qu'au final le SI suffit largement parce que le mixeur en question peut prendre une clock carrée. Et donc voilà à peu près le schéma final. Donc en gros, l'idée c'est qu'il y a des données qui rentrent au niveau du microcontrôleur. Ah non, ça c'est oui, non, ça c'est donc je pensais au schéma d'après, désolé. Donc là en gros ça c'est le schéma de ce qu'il y a dans l'FPGA. Donc les données rentrent dans la RAM d'un côté, envoyées par le microcontrôleur à chaque fois qu'il y a un interrupt qui est envoyé, ce qui permet de ne pas avoir de FIFO plus compliqué parce que bon, c'était pas la peine en fait, c'était plus simple comme ça. Et ensuite c'est juste envoyé par une clock qui vient, qui est divisée en fonction de la modulation en entrée. Et donc on peut voir tout le schéma de sélection qui est à côté et qui, entre guillemets, on renvoie la même clock à tous les encodeurs qui, justement, comme il n'y a rien de plus compliqué. Enfin, voilà. Et donc ensuite, pour le schéma auquel je pensais avant, c'est voilà à peu près le schéma final de ce que c'est. Alors, au début, je comptais ramener un PCB fini aujourd'hui, sauf que j'ai d'autres choses à gérer entre-temps ces dernières semaines, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, j'ai ramené que le prototype, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo du PCB. Donc, j'ai juste mis un screenshot que j'avais qui traînait, même si depuis, c'est largement plus avancé que ça.
Et bon, en gros, voilà l'architecture finale, où en gros, il y a quand même de la RAM à côté du STM32, enfin, ou autre microcontrôleur, parce que techniquement, c'est pas si important que ça, pour avoir un buffer, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les données à transmettre vont arriver exactement, donc c'est obligatoire. Puis après, sinon, bon, il y a aussi un filtre à rajouter quand même, parce que mine de rien, pour ceux qui ont vu avant, il y avait quand même beaucoup disons de side lobe qui est autour de la modulation BPSK, enfin, PSK tout court, mais c'est normal. Et oui, bah, je vais m'arrêter là. Oui. Bon, je vais pas faire le dernier slide parce que c'est pas la peine. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, vraiment? Ah mais bon, on a commencé en retard. Oui. Bon, de toute façon, j'avais presque fini, donc voilà. Mais après, la seule partie dont je n'ai pas parlé là-dessus, parce que c'est fait séparément et qu'en fait, cette partie-là, elle était déjà faite depuis longtemps pour d'autres raisons, c'est que il faut quand même transmettre les données avec un peu plus de puissance que ce qui sort du mixeur. Et donc après, l'idée, c'est de partir sur une architecture qui en fait copiait un peu ce qui se faisait sur la NOA, qui en fait était très simple. C'est qu'il y avait plusieurs modulateurs disponibles dessus, qui pouvaient ensuite être routés via des switches vers différentes antennes. Ce qui veut dire que ça sépare totalement sur la même carte. Enfin, à la place de tout mettre sur la même carte et de bloquer sur une seule fréquence, on se retrouve à avoir plusieurs modulateurs qui sortent toujours la même fréquence, qui peuvent être routés sur n'importe quelle sortie. Et donc, ça permet à la fois avoir de la redondance, et ça a aussi un avantage si on sort à une fréquence fixe, c'est que c'est beaucoup plus simple de régler le modulateur et le mixeur correctement. Et si on fait notre conversion derrière, par exemple, pour émettre par exemple en bande S ou en bande L, il n'y a plus aucun problème au niveau de la déformation de la constellation ou autre, puisque c'est une conversion bête avec un simple mixeur. Et ensuite, c'est terminé. J'ai juste mis quelques exemples lorsque je changeais de modulation. Donc là, dans un cas, c'est la modulation entre guillemets PM, donc c'est du BPSK biphase, comme ce dont je parlais avant. On peut voir la porteuse au centre. Et à côté, c'est du QPSK 3.4 qui permet donc justement d'avoir avec pas tant de bande que ça, plus de 100 kilobits. Mais bon, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Et donc maintenant, s'il y a des questions, puisque cette fois-ci, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, oui. Du coup, juste pour voir si j'ai bien suivi, la raison pour laquelle tu n'as pas pris la carte de Sadnog, c'est ça, avec une puce Xilinx, c'est parce qu'il n'y avait pas le mixeur dessus et que la puce qui faisait les modulations ne faisait pas ce que tu voulais, c'est ça? Non, c'est juste que globalement, la carte fait ce qu'il faut, mais elle est très compliquée et consomme beaucoup pour quelque chose qui peut se faire beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que globalement, c'est beaucoup plus simple de mettre un petit microcontrôleur qui fait tout et de directement sortir facilement en SPI vers un FPGA, qui est un tout petit truc simple, qui peut se faire facilement sur une carte avec 4 layers, plutôt qu'un gros Zinc, qui est donc quand même une puce très compliquée à mettre en œuvre, pour pas faire grand-chose. Oui. Oui. Disons qu'il y a un truc qui, en quelques semaines de travail, le soir en rentrant, se faisait facilement. Il y en a un autre où il faut une carte 8 couches minimum. Il faut passer beaucoup de temps à rien qu'à réussir à faire marcher Vivado correctement. Plus, on est quand même sur un truc avec un SDR. Mais SDR pour faire quoi? En gros. Quel est l'intérêt dans ce cas-là si on n'a pas besoin de la flexibilité du SDR? C'est plutôt ça. Ce que je me demandais, dans ce cas, il n'y avait pas de problème avec le SPI, c'était suffisant? Parce que je me demandais peut-être qu'avoir un SOC où tu avais directement plus de contact entre le microcontrôleur et la... En fait, globalement, sur un microcontrôleur standard, c'est-à-dire même si on prend un Atmega, un vieux Atmega, par exemple un 328p ou un truc comme ça, donc une Arduino, en gros, c'est déjà suffisant pour faire quelques mégabits en sortie. Donc, pourquoi faire plus compliqué? Effectivement. Surtout pour Vivado.